La Russie vient de lancer l'exercice de guerre nucléaire le plus terrifiant que le monde ait vu dans l'histoire moderne, et presque personne n'en parle. Le 21 mai, la Russie a activé toute sa triade nucléaire. Des missiles balistiques intercontinentaux terrestres ont été tirés, des bombardiers stratégiques ont pris les airs, des sous-marins se sont placés en position, des avions de chasse armés de missiles ont été déployés en urgence. C'était pas un petit exercice. C'était la Russie qui envoyait un message direct et impossible à confondre à l'OTAN et à tout le monde occidental. Et ce message était simple. Nous sommes prêts. Nous sommes armés et nous n'avons pas peur de nous en servir. Exactement au même moment, des avions de chasse russes ont intercepté un avion de surveillance britannique au-dessus de la mer Noire. Les avions russes étaient entièrement armés de missiles. Des sous-marins de l'OTAN font maintenant l'objet d'une surveillance active dans la mer de Norvège. L'Ukraine a lancé une autre vague massive de drones et de missiles de croisière en profondeur sur le territoire russe, et un drone russe a frappé une ville en Ukraine avec un impact dévastateur. Tout cela s'est produit le même jour. Une seule journée. Voilà la situation sur le terrain en ce moment, et il est absolument essentiel que les gens comprennent ce qui se passe et ce que cela signifie. Commençons par l'exercice nucléaire parce que c'est l'histoire qui exige le plus d'attention. La Russie a elle-même publié des images de l'exercice. Elle voulait que le monde les voie. Poutine lui-même en a fait l'annonce, confirmant que la Russie et le Bélarus menaient conjointement des opérations de commandement nucléaire et procédaient à des lancements réels de missiles balistiques et de missiles de croisière. Ce n'était pas un secret. C'était délibéré. La Russie s'est assurée que chaque caméra tourne, que chaque satellite observe et que chaque agence de renseignement occidentale ait une place au premier rang. Les images montraient des missiles balistiques intercontinentaux terrestres lancés depuis leur silo, des missiles massifs et puissants, capables d'atteindre n'importe quelle cible sur Terre en quelques minutes. Ensuite sont venus les bombardiers stratégiques, ces appareils capables de transporter des charges nucléaires à travers des continents entiers et de les livrer avec précision. Puis les avions de chasse, eux aussi capables de transporter des armes nucléaires volant en formation dans le cadre de cet énorme exercice coordonné. Et sous l'océan, des sous-marins se sont déplacés discrètement vers leur position désignée, complétant la triade terre, mer, air. La Russie a testé les trois simultanément. Poutine s'est présenté devant les caméras et a dit au monde que les armes nucléaires demeurent un dernier recours. Mais il a aussi déclaré que, en raison des tensions mondiales croissantes, la Russie devait maintenir l'état de préparation de sa force nucléaire. Cette déclaration, à elle seule, devrait faire les manchettes partout. Le dirigeant du plus grand arsenal nucléaire au monde affirme publiquement que les tensions mondiales sont suffisamment élevées pour qu'il se sente obligé de mener des exercices de guerre nucléaire à grande échelle. Ce n'est pas une annonce d'entraînement de routine, c'est un avertissement. Et la Russie ne fait pas cela seule. Le Bélarus est maintenant pleinement impliqué. Poutine a confirmé que des armes nucléaires russes ont été déplacées sur le territoire bélarus et que les deux pays s'exercent maintenant conjointement aux opérations de commandement nucléaire. Le Bélarus partage une frontière avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, tous des États membres de l'OTAN. Le positionnement d'armes nucléaires au Bélarus est une escalade stratégique directe qui change le calcul géographique de tout conflit potentiel en Europe de l'Est. Ce n'est pas un simple bruit de sabre abstrait. C'est un bruit de sabre avec des missiles réels, des avions armés, des sous-marins en mouvement et le territoire d'un pays étranger utilisé pour accueillir des armes nucléaires. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé dans le ciel au-dessus de la mer Noire. Le Royaume-Uni a diffusé des images de cockpit montrant un Sukhoi Su-27 et un Sukhoi Su-35 russe, interceptant un avion de surveillance RC-135 de la Royal Air Force. Le RC-135 est un avion de reconnaissance. Il ne transporte pas d'armes. Il effectuait une mission de collecte de renseignements de routine dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire. Les avions russes qui l'ont intercepté n'étaient pas des escortes non armées. Ils étaient pleinement armés pour le combat avec des missiles réels. Le Royaume-Uni a qualifié l'interception de dangereuse et quand on regarde les images, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Un avion de surveillance sans capacité défensive, approché par des avions de chasse russes armés dans une zone de conflit tendue et active, ce n'est pas un incident mineur. C'est le genre de situation où une erreur de calcul, une mauvaise décision d'un pilote ou une défaillance technique peuvent dégénérer en quelque chose qui change tout. L'équipage a complété sa mission et est rentré sain et sauf, mais le simple fait que cela se soit produit le même jour que l'exercice nucléaire n'est pas une coïncidence. La Russie teste les limites sur plusieurs fronts simultanément, elle met de la pression dans les airs, en mer et dans le domaine nucléaire, tout cela en même temps, et tout cela délibérément. Et puis, il y a ce qui se passe sous la surface de la mer de Norvège. L'OTAN mène actuellement un exercice de guerre sous-marine à grande échelle appelé Dynamic Mongoose dans la mer de Norvège. C'est un exercice d'entraînement de routine de l'OTAN conçu pour tester et améliorer la capacité de l'Alliance à détecter et à contrer les sous-marins ennemis. Mais cette fois, la Russie a décidé d'envoyer un navire de surveillance, le Yuri Ivanov, s'installer tout près de l'exercice et observer. Le Yuri Ivanov n'est pas n'importe quel navire, c'est un bâtiment spécialisé dans la collecte de renseignements. Tout son rôle est de recueillir des données, des signatures radar, des communications, des profils sonars, des procédures opérationnelles. En le plaçant près de Dynamic Mongoose, la Russie tentait de recueillir du renseignement sur la manière dont l'OTAN mène ses opérations sous-marines les plus sensibles. L'OTAN n'a pas ignoré la situation. Une frégate de la marine portugaise et un hélicoptère Merlin Mark II de la marine royale britannique, lancé depuis un porte-avions, ont suivi le navire russe pendant tout ce temps. L'OTAN espionnait le navire espion. Chaque mouvement du Yuri Ivanov, l'OTAN le surveillait. Chaque signal qu'il transmettait, l'OTAN le suivait. La surveillance était mutuelle, mais les implications sont importantes. La Russie veut savoir comment les sous-marins de l'OTAN opèrent. La Russie veut comprendre les faiblesses, le calendrier, les fenêtres de détection. Le fait qu'elle ait envoyé un navire de renseignement spécialisé s'installer à côté d'un exercice sous-marin de l'OTAN vous dit exactement où se concentrent les planificateurs militaires russes en ce moment. Ils ne se préparent pas à la paix, ils étudient pour le conflit. Maintenant, parlons de l'Ukraine, parce que pendant que tout cela se déroulait au niveau stratégique, la guerre sur le terrain continuait sans pause. L'Ukraine a lancé une autre attaque combinée massive en profondeur sur le territoire russe. Le dispositif de frappe comprenait à la fois des missiles de croisière et des drones, les flèches bleues représentant les missiles de croisière et les flèches rouges représentant les drones sur les cartes de suivi. Il s'agissait d'un vaste assaut coordonné visant plusieurs emplacements à l'intérieur de la Russie simultanément. Un MiG-29 Fulcrum ukrainien a été filmé en train d'effectuer une attaque contre une cible terrestre russe. L'appareil est arrivé, a largué ses bombes et a atteint directement sa cible. L'armée de l'air ukrainienne, même si elle utilise du matériel plus ancien de l'époque soviétique contre un adversaire plus grand et mieux doté en ressources, continue d'exécuter des missions de combat efficaces. Elle ne recule pas, elle ne manque pas de volonté. L'un des résultats les plus visibles des frappes ukrainiennes a été l'incendie qui se poursuivait à la raffinerie de pétrole de Saratov. Une épaisse fumée noire était visible à grande distance alors que l'installation continuait de brûler après une frappe de drone réussie. Les défenses aériennes russes n'ont pas été capables d'intercepter les drones attaquant à temps pour empêcher la frappe. C'est important parce que pendant des années, la Russie a promu l'idée qu'elle possédait des systèmes de défense aérienne d'élite presque impénétrables, le S-400, le Pansir, des systèmes à plusieurs couches conçus pour transformer l'espace aérien russe en forteresse infranchissable. Ce que la guerre en Ukraine a démontré de façon répétée et concluante, c'est que cette réputation reposait davantage sur le marketing que sur la réalité. Les drones et les missiles ukrainiens continuent de frapper régulièrement des cibles à l'intérieur de la Russie. Des raffineries brûlent, des centres logistiques militaires sont touchés, des infrastructures sont endommagées. Les frappes ne réussissent pas toujours et les défenses aériennes russes interceptent effectivement de nombreuses menaces entrantes. Mais l'idée selon laquelle la défense aérienne russe serait une sorte de bouclier invincible a été complètement démontée au fil de ce conflit. La Russie, de son côté, frappe aussi. Une frappe directe de drone a été captée sur vidéo alors qu'elle touchait la ville de Dnipro, en Ukraine.
Le drone est apparu clairement à l'image, puis a explosé à l'impact. Les frappes de drones russes contre les villes et les infrastructures ukrainiennes sont une caractéristique constante de cette guerre. Les civils sont touchés, les réseaux électriques sont visés, les attaques sont calculées pour démoraliser et déstabiliser. C'est la double nature de ce conflit. L'Ukraine frappe en profondeur en Russie, la Russie frappe en profondeur en Ukraine, aucun des deux camps ne montre le moindre signe d'arrêt. Et les armes utilisées, les tactiques employées, ainsi que les calculs stratégiques en jeu, deviennent tous plus sophistiqués et plus dangereux chaque semaine. Du côté de l'OTAN, il y a un développement à noter qui montre à quel point l'Alliance prend au sérieux l'environnement de menace actuelle. Les défenses aériennes roumaines, les défenses aériennes roumaines ont intercepté et abattu un drone russe qui avait violé l'espace aérien de l'Alliance. Un commandant de l'armée de l'air américaine a abordé directement cet incident, le décrivant comme exactement ce que l'architecture de défense de l'Alliance est conçue pour faire. L'autorité d'engagement a été déléguée jusqu'au plus bas niveau tactique. Cela signifie que les commandants individuels sur le terrain avaient le pouvoir de prendre la décision sans attendre l'approbation du sommet de la chaîne de commandement. Le commandant a exprimé sa fierté devant la réponse et a souligné une forte intégration entre les systèmes de défense aérienne baltes. Il a aussi décrit un changement de mentalité que l'OTAN est en train d'opérer. Une transition entre la police aérienne standard et une posture de véritable défense aérienne, c'est une déclaration importante. La police aérienne signifie patrouiller et surveiller. La défense aérienne signifie se préparer à combattre. L'OTAN ne se contente plus de regarder, l'OTAN se positionne pour répondre. Pris ensemble, les événements du 20 et 1 mai représentent quelque chose qui devrait recevoir beaucoup plus d'attention que ce qu'on voit dans la couverture médiatique dominante. La Russie a testé tout son arsenal nucléaire dans une simulation de guerre nucléaire à grande échelle. Des avions de chasse russes armés de missiles ont intercepté un avion de surveillance de l'OTAN. Un navire espion russe a tenté de recueillir du renseignement sur les opérations sous-marines de l'OTAN. L'Ukraine a lancé une importante frappe combinée de missiles et de drones en profondeur sur le territoire russe. La Russie a frappé une ville ukrainienne avec un drone et un drone russe a été abattu après être entré dans l'espace aérien de l'OTAN. Tout cela en une seule journée. La situation ne s'aggrave pas de façon lente et prévisible. Elle accélère. Les mouvements effectués simultanément sur plusieurs fronts, nucléaires, aériens, maritimes et terrestres, suggèrent que la Russie, comme l'OTAN, se prépare à des scénarios avec lesquels aucun de nous ne devrait être à l'aise. L'exercice nucléaire n'a pas été conçu uniquement pour la préparation militaire interne. C'était un message à l'Occident, livré fort et délibérément, avec des missiles réels et des bombardiers armés comme ponctuation. Poutine a dit que les armes nucléaires sont un dernier recours, mais il s'est aussi assuré de mener le plus grand exercice de guerre nucléaire de l'histoire moderne de la Russie et de l'annoncer publiquement alors que les tensions entre la Russie et l'Occident sont à leur plus haut niveau depuis des décennies. Ces deux choses ne correspondent pas à une nation qui recule ou qui cherche des portes de sortie. Le monde regarde. La question est de savoir si assez de gens comprennent ce qu'ils regardent réellement. C'est pas normal, c'est pas routinier. C'est une nation dotée de l'arme nucléaire qui mène des exercices de guerre à grande échelle, déploie des avions contre des appareils de l'OTAN, espionne des sous-marins de l'OTAN et frappe chaque jour un pays voisin avec des drones, pendant que ce pays voisin riposte avec tout ce qu'il a et frappe des cibles à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. La situation exige de l'attention, elle exige une réflexion lucide. Et elle demande aussi que les gens posent des questions sérieuses sur la direction que tout cela prend et sur les conséquences possibles si la mauvaise décision est prise au mauvais moment par la mauvaise personne, dans le mauvais cockpit, au-dessus du mauvais secteur d'un espace aérien contesté. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé le 20 et 1 mai, tout cela ensemble, au même moment, il devient très clair que nous vivons quelque chose d'historique. Et l'histoire, quand elle avance aussi vite, donne rarement une deuxième chance de porter attention. Restez informés. Suivez cela de près. Et ne laissez personne vous dire que c'est la routine, parce que ce ne l'est pas.